Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 28 septembre 2019. Bon, alors vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que c'est que tout ça, ce que j'ai sur la tête et tout. Bon, eh ben, effectivement, je ne vous cache pas que j'ai eu une petite opération chirurgicale, une reprise de FFS en fait. Mais en fait, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Peut-être que je ferai ça ultérieurement, mais c'est même pas sûr du tout, parce que de toute façon, je ne parle pas trop de mes OP. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui expliquent ça de long en large, de haut en bas, donc ça ne sert à rien que j'en parle moi non plus, que j'en parle moi aussi, pardon. Voilà, mais alors aujourd'hui, le sujet du jour, justement pendant ma petite période de repos post-opératoire, ça m'a permis de réfléchir à certaines choses. J'avais certains sujets que j'aurais bien aimé soulever, discuter avec les personnes. Bon, voilà, et puis aujourd'hui c'est ce sujet-là qui m'intéresse. Donc en fait c'est par rapport à la question qu'on peut se poser de la part des personnes concernées, mais aussi des psychiatres qui existaient avant, une certaine catégorie on va dire, et puis aussi des personnes de la vie de tous les jours. La question c'est quoi, qu'est-ce qu'une vraie trans, qu'est-ce qu'une fausse trans, ce genre de choses. Voilà, ça me paraît complètement bête et inutile comme question, mais moi je la trouve intéressante, et c'est vrai que ça prête à débat. Alors voilà, je fais une petite parenthèse. J'ai noté, j'ai mentionné la vie psychiatre, oui voilà. Il est vrai que dans l'organisme qui s'appelle la SOFECT, qui gérait pas vraiment officiellement, mais enfin qui avait un avis sur la question, sur la transidentité, à une certaine époque avait classé les personnes trans en deux catégories. Ils avaient défini un terme qui s'appelle, entre guillemets, je dis bien, ça vient pas de moi ce terme horrible, le transsexualisme primaire et le transsexualisme secondaire. Oh là. Et ça permettait plus ou moins d'accepter ou de refouler les gens, quoi. Enfin, voilà. Et ça correspondait à un certain nombre de critères. Dans ces critères, je vous dis vite fait, il y avait les critères d'âge, il y avait les critères de sentiment de dysphorie, il y avait le fait de la situation familiale, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on est marié, et même aussi des questions d'orientation, enfin de préférence sexuelle. Bon, voilà. Donc je ferme cette parenthèse. Bon, c'est vrai qu'actuellement ces critères ne sont plus aussi déterminants qu'avant, simplement dans la tête de certains psys ça reste encore. Et d'ailleurs, je vais vous faire tout de suite une anecdote. J'ai eu un entretien avec un psy du Grétis, le premier entretien, d'ailleurs j'en ai pas eu beaucoup, puisque je ne l'ai pas reçu celui-là. Il s'est permis de me poser la question sur je prends ces termes, sur mon orientation sexuelle. Voilà, au départ, avant la transition. Bon, donc moi j'ai dit j'étais hétéro, un mec hétéro, bon. Et ensuite, il m'a demandé, et après la transition, vous comptez être quoi? Ah oui, parce que, moi dans ma tête, je me dis, pourquoi? Parce que ça doit changer, ça. Quand on a une préférence romantique et sexuelle, après la transition, il faut se mettre à changer pour se mettre dans les normes, c'est ça. Parce que c'est vrai que dans mon cas, en étant que mec hétéro, je deviens femme lesbienne. Ah ben oui. Mais pour moi c'est tout à fait normal, et pour pas mal de gens non plus, mais pour ce psychiatre ça posait peut-être un problème, on allait dire. Et d'ailleurs il a envoyé avec la question suivante. Mais du coup, si vous ne trouvez pas, qu'est-ce que vous faites? Genre si je trouve pas de compagne qui m'accepte comme je suis, qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je me mets avec des mecs? Voilà, sa question, ça sous-tendait un peu à ça.
Et ben je lui dis, bah non, tout simplement, ben, si je trouve pas, je resterai célibataire. Voilà. Donc, je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que on fait une transition on se doit, pour se justifier en tant que femme, suivre les critères de l'hétéronormativité, n'est-ce pas? Voilà. Bon, mais de lui, chez ce psy, c'était pas tellement comme ça. Hein. Voilà. Donc, je ferme cet exemple de cet entretien. Bon, il y avait d'autres éléments qui étaient où il y avait beaucoup de choses à redire, mais bon, voilà, je ne vais pas développer en tout cas aujourd'hui là-dessus. Et je voulais me reprendre cet exemple pour continuer mon sujet par rapport à ce qu'est une vraie trans ou une fausse trans. Ça, je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo. C'est-à-dire que les gens, en général, déjà pensent qu'une vraie femme trans est forcément attirée par les mecs. Ben voilà. Or non, dans la réalité, c'est pas comme ça. Si avant on n'était pas attiré par les mecs, on va continuer à être attiré par le genre qui nous attirait, n'est-ce pas? Voilà. Mais ce mode de pensée, n'est quand même pas tellement si accepté que ça. Puisque même dans le milieu, dans les personnes concernées, il est de bonne loi, va-t-on dire, de se mettre avec des mecs pour finaliser la transition. Si on se met avec un petit copain, ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'on m'a accepté en tant que femme. Et si on ne le fait pas, ça veut dire que notre transition ne marche pas. Voilà, en gros. Je veux dire, on le sent, ce genre de choses. Enfin voilà. Bon, ça c'est une des choses parmi d'autres. J'ai entendu dire aussi, j'ai lu aussi, que les critères de l'âge étaient aussi tenus en compte, pris en compte. C'est-à-dire que si on attend trop longtemps avant de se décider de faire la transition, ça veut dire qu'on n'est pas si légitime que ça. Si on a fait une grande partie de sa vie en tant que mec, donc ça veut dire que finalement on n'avait pas si envie de transitionner que ça, on a attendu, et donc finalement on se sentait bien comme on était, comme on se sentait. Voilà, c'est aussi un préjugé. Hein, c'est vrai que de nos jours, voilà, il faut transitionner au plus tôt. Si on ne le fait pas, ça paraît un peu bizarre. Voilà. Donc, bon, si on a eu une vie de famille avant, voilà, ça veut dire qu'on était bien comme ça. Moi, je regrette. Je veux dire, les choses ne sont pas si simples. Parce que le questionnement peut toujours être présent dans la tête, pas forcément très conscient. Il peut y avoir un malaise qu'on porte pendant très longtemps dans sa vie. Il faut tenir ça en compte. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'information sur les médias, sur les réseaux sociaux, il est très facile d'avoir justement des solutions, même d'avoir des réponses par rapport à ces questionnements. Mais avant, quand l'ère de l'information n'était pas si accessible, on gardait très souvent les choses pour soi. On ne partageait pas ses sentiments, son ressentiment. Alors, il y a aussi quelque chose qui se dit, voilà, bon, si on fait une vagino, si on ne la fait pas, bon, il y a des personnes trans, oui, je suis désolé de le dire, elles se présentent en disant, moi j'ai fait mon parcours jusqu'au bout. Ça veut dire quoi, faire le parcours jusqu'au bout? Oui, jusqu'à la vagino. Si on ne fait pas jusqu'au bout, donc alors c'est quoi? Ça veut dire qu'on fait une transition incomplète. Donc, sous-entendu, voilà, on n'a pas fini, on n'est pas ce qu'on veut devenir être, n'est-ce pas? Bon.